C'est l'histoire d'une terre séculaire, l'Égypte. Un pays aux trésors inestimables, malheureusement rongé par la corruption. Pilleurs de tombes et contrebandiers font passer clandestinement de véritables antiquités au Royaume-Uni et les y revendent à prix d'or. Interpol traque ces voleurs dans l'espoir de sauvegarder un héritage culturel millénaire. Vous écoutez Interpol, les pilleurs de tombes. Première partie. La splendeur des monuments de l'Égypte antique attire des millions de visiteurs, fascinés par les mystères de cette ancienne civilisation. L'histoire de l'Égypte remonte à plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, ces vestiges sont encore visibles au-dessus et au-dessous de la surface. Un trésor inestimable. Des centaines de tombes, certaines connues et beaucoup d'autres inconnues, cachent des antiquités. Mais les pilleurs de tombes et les contrebandiers veillent à ce que les riches collectionneurs du monde entier obtiennent ce qu'ils désirent en y mettant le prix. Je descends d'une longue lignée de contrebandiers. Je suis originaire du Devon. La contrebande y est une tradition séculaire et je suis fier de la perpétuer. Jonathan Tockley-Parry, ancien officier de l'armée britannique, restaurateur d'antiquités et de la vie de nombreuses personnes, une vulgaire crapule. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas plus de contrebandiers. Je devrais peut-être créer une école. L'attitude cavalière du trafiquant ne fait pas l'unanimité. Quand vous volez une œuvre d'art, vous volez une civilisation. C'est l'histoire que vous volez. Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Ces monuments ne sont pas uniquement la propriété de l'Égypte, ils appartiennent à tous les habitants du monde. C'est l'héritage et la culture de l'humanité tout entière. Si ces monuments sont la propriété de tous, Hawass et ses collègues ont bien l'intention de les conserver sur le sol égyptien. C'est une tâche colossale quand il y a tant d'objets à voler et avec la corruption rampante, tant de manières de se les procurer. On estime que 70% des antiquités égyptiennes sont encore enfouies sous terre. La loi interdit aux Égyptiens de vendre ou même de posséder une pièce récemment découverte. D'ailleurs, si un Égyptien trouve une antiquité sur sa propriété, il a l'obligation de la remettre au gouvernement qui peut, à son tour, saisir ses terres. Mais dans un pays où le revenu annuel moyen se situe au-dessous de 1 500 €, un grand nombre d'individus ont recours au marché noir pour protéger leurs biens, tout en se faisant un peu d'argent liquide. Quand un entrepreneur découvre des objets anciens ou des ruines au cours d'une excavation, il doit le faire savoir au gouvernement qui peut alors fermer le chantier de construction. Le plus souvent, on remet en place ce qui a été découvert et on le coule dans du béton pour préserver le projet immobilier. Pourtant, même avec la perspective d'un gain facile, la plupart des Égyptiens se contentent de protéger leur propriété en conservant discrètement leur découverte. Du moins, jusqu'à ce que la guerre du Golfe éclate en 1991. 1991 a été une année formidable à cause de la guerre du Golfe. Tout le monde voulait des devises, ce qui signifiait que tout le monde essayait de vendre ses antiquités. Tockley-Parry et son associé égyptien, Ali Farag, décident alors d'exploiter la panique ambiante. La chance nous a souri avec la tête d'Amenophis III, connue sous le sigle A3. Elle nous a été apportée par un entrepreneur de travaux publics qui nous a dit qu'en temps normal, à cause de la loi, il l'aurait coulée dans le béton. Mais à cause de la guerre du Golfe, il était prêt à nous la vendre. Ils conviennent rapidement d'un prix qui ne représente qu'une fraction de la valeur réelle d'A3. L'entrepreneur en voulait 6 000 $ américains, somme qui devait lui permettre d'évacuer toute sa famille au Maroc pendant la durée de la guerre et les mettre à l'abri du besoin. A3 est un coup de maître pour Tockley-Parry. Une œuvre qui peut le propulser au premier rang du marché des antiquités. C'est la chance dont il rêvait depuis des années. Éduqué dans les meilleures écoles d'Angleterre, Tockley-Parry sort de l'université de Cambridge en 1974 avec, ironie du sort,
une licence en sciences morales. Plus tard, lors d'un séjour à Rome, il se prend de passion pour les objets anciens. Je les ai touchés et j'ai eu un frisson. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui émane de ces objets. Une fois que je les ai touchés, j'ai su que je voulais travailler avec. J'ai donc appris la restauration et j'ai fini par devenir un trafiquant d'art. À présent, le trafiquant doit faire sortir son butin d'Égypte. Vous imaginez bien qu'il fallait que je prenne le premier avion. Le pays était encore en état d'alerte et il y avait des soldats partout. Dans sa chambre de l'hôtel Windsor au Caire, il a recours à ses talents de restaurateur pour dissimuler son forfait. Pour le préparer en vue de son transport, je devais d'abord l'enduire d'un vernis plastique appelé B72. Il était ainsi entièrement protégé. S'il arrive à faire passer le buste du pharaon pour une copie achetée dans un souk, il pourra lui faire franchir la douane sans problème. Sur la couche d'enduit, j'ai simplement collé un nez, un menton et des yeux en plâtre. Ensuite, je les ai dorés à la feuille d'or. Après, je n'avais plus qu'à peindre le contour des yeux, les stries des cheveux, et ainsi de suite. À l'aéroport, un douanier inspecte l'objet. Ces types ont la sale habitude de sortir des clés de voiture et de rayer à la surface. Je savais que s'ils grattaient le visage et les joues, qui n'étaient protégés que par le vernis et la dorure, ils trouveraient la pierre. Et j'aurais été fichu. Tout aurait été fini. Donc, quand il a sorti ses clés, je l'ai persuadé de gratter la partie inférieure, le faux socle, que j'avais ajouté uniquement à cet effet. Le stratagème marche à la perfection. Et Toclé-Pari part avec un vestige de l'antiquité égyptienne d'une valeur inestimable, qui, d'après lui, sera mieux protégé par des collectionneurs occidentaux. Passer A3 à la douane a probablement été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour abîmer une antiquité. J'ai sauvé des objets d'Égypte qui étaient voués à finir dans le béton. Cet Anglais, il dit quelque chose qui ne veut rien dire. Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. On ne peut pas voler et affirmer « je pille ces monuments parce que ce pays n'en connaît pas la valeur ». Le lendemain, Toclé-Pari est de retour en Angleterre, prêt à restaurer A3. Quand il plonge le buste dans une solution d'acétone, la dorure, la peinture et le plâtre se dissolvent et révèlent le trésor caché au-dessous. Quand A3 est apparu, il était évident que j'avais un objet magnifique, absolument superbe, et d'une qualité bien supérieure à tout ce que j'avais pu avoir jusque-là. Je n'avais aucune idée de la façon dont je pouvais le vendre, ni à quel prix. Il fallait que je prenne contact avec un marchand d'art spécialisé dans ce domaine. Cet homme, c'est à New York qu'il le trouve. Frederick Schultz est considéré comme l'un des plus prestigieux marchands d'art et d'antiquités de New York. Quand il entend parler de A3, il accepte de servir d'intermédiaire pour le vendre. Mais Schultz et Toclé-Pari doivent surmonter un obstacle de taille. La loi égyptienne interdit la vente d'antiquités découvertes après 1983. Les antiquaires de bonne réputation évitent les articles qui ne proviennent pas d'une collection officielle. Il fallait créer une vieille collection, à savoir faire croire que ces objets provenaient d'une ancienne collection qui avait brusquement été révélée. Toclé-Pari invente donc la collection Thomas Alcock. Alcock était un membre de sa famille, un ingénieur des travaux publics qui avait travaillé sur plusieurs continents dans les années 20. C'est un jeu dont tout le monde connaît les règles. Je doute fortement que les prétendues anciennes collections aient jamais trompé qui que ce soit dans le milieu des antiquaires. À partir de papiers datant de l'époque victorienne, Toclé-Pari crée de fausses étiquettes de collection pour A3 et plusieurs autres pièces. Il tamponne les étiquettes avec des sachets de thé, puis les fait sécher dans un four pour leur donner l'apparence jaunie et fripée de l'âge.
Ensuite, il restaure les objets en recourant à des techniques en cours dans les années 1920, parmi lesquelles un type spécifique de gomme laque. La suite des opérations dépend de Frederick Schultz à New York. Quand un objet paraît dans un catalogue, il est plus facile à vendre, car il est accompagné d'une description académique. Il a un support officiel. Schultz prend rendez-vous avec une célèbre égyptologue. S'il peut la convaincre d'insérer A3 dans son catalogue, la pièce sera homologuée dans le cadre d'une collection régulière et aura l'air d'avoir été acquise de façon légale. La femme avale l'histoire de Schultz sur A3 et la collection Alcock. Fred a réussi, entre autres choses, à ce que A3 soit inclus dans l'exposition Amenophis III à Cleveland, qui a donné lieu à la publication d'un catalogue très chic. Il présentait une photo du buste en disant que c'était le seul de sa catégorie en provenance d'une collection privée. Cela signifiait que Fred pouvait désormais faire référence au catalogue quand il proposait l'objet à un client. Il est évident que sa vie s'en trouvait grandement facilitée. Après la publication du catalogue, Schultz vend le buste d'Amenophis III à un marchand d'art sud-africain. Le prix, 1,2 million de dollars américains. Jonathan Tockley Parry a réussi la plus grosse vente de sa carrière. Persuadé qu'il a commis le crime parfait, mais le crime parfait n'existe pas. J'étais un simple serviteur à la table des riches, et en un instant, je suis devenu la poule aux œufs d'or. J'avais acquis de l'importance, j'étais ce qu'on appelle une source. C'était une transition des plus agréables, je dois dire que j'étais ravi. Pendant plusieurs années, il échappe au radar de la police en entretenant une opération de petite envergure et en s'occupant personnellement de chaque détail. Mais devant l'augmentation du volume de ses affaires, il est forcé de mettre d'autres personnes dans la confidence. Londres, mai 1994. Un homme entre au British Museum et demande à faire expertiser une remarquable découverte. Il est très rare qu'un individu se présente avec un objet tout à la fois intéressant et spectaculaire. Pour l'égyptologue du musée, Jeffrey Spencer, les pièces sont en effet spectaculaires. Les experts du musée identifient les manuscrits comme les papyrus démotiques, qui avaient été découverts par un de leurs collègues 25 ans auparavant et qui étaient censés être conservés sous clé et sous bonne garde dans la nécropole égyptienne de Saqqara. Quand ils ont fait leur apparition à Londres, il était évident qu'ils n'avaient pas pu arriver là de façon légale. Ils avaient dû être sortis clandestinement d'Égypte. Nous nous sommes mis en rapport avec la brigade des objets d'art et d'antiquité de Scotland Yard, qui s'est d'autant plus intéressée à cette affaire que les papyrus démotiques étaient encore en notre possession. Nous avions gardé les articles volés et nous connaissions le nom et l'adresse de la personne qui nous les avait remis. À Scotland Yard, le brigadier Richard Ellis, chef de la brigade des objets d'art et d'antiquité, ouvre une enquête sur Andrew May, l'homme qui a apporté les papyrus au musée. Il vit à Barnstable, dans le comté du Devon. Or, la police de Barnstable enquête déjà sur un voisin de May. Il y a quelques semaines, l'attention des employés d'une banque locale a été attirée par cet homme. Mark Perry faisait des dépôts réguliers de 500 livres en liquide tous les lundis. Soupçonnant Perry d'être un trafiquant de drogue impliqué dans une opération de blanchiment d'argent, le personnel de la banque avait contacté la police du comté de Devon et Cornouailles. L'inspecteur Stephen Toms est sur la piste d'une éventuelle affaire de drogue. Nous avons reçu quelques appels et nous n'arrivions pas à déterminer la provenance de l'argent. Ce n'était pas de grosses sommes, mais elles donnaient lieu à des dépôts réguliers tous les lundis matins. La police du comté de Devon et Cornouailles place Perry sous surveillance. D'autres vérifications révèlent que Perry a fait plusieurs allers-retours en Égypte pendant les week-ends. Comme ça ne correspondait pas au circuit habituel des filières de la drogue en Angleterre, nous nous demandions ce qui se passait. Le mystère s'éclaircit avec le coup de fil sur les papyrus démotiques. Le voisin de Mark Perry, Andrew May,
possède un atelier qu'il loue à Jonathan Tockley Parry, connu de la police comme un simple restaurateur d'antiquités, qui a récemment déclaré le vol d'une statue égyptienne de valeur. L'inspecteur Toms rassemble les pièces du puzzle. Nous savions qu'Andrew May était propriétaire d'un grand manoir, que Mark Perry vivait dans un cottage juste en face et que Jonathan Tockley Parry louait l'atelier d'Andrew May. Tout ceci dans un rayon d'une centaine de mètres. Nous avons pensé que ça ne pouvait pas être une simple coïncidence. Tous ces indices, le vol d'œuvres d'art, les voyages en Égypte, l'argent liquide de provenance inconnue, concentrés dans une petite bourgade anglaise, amènent la police à soupçonner qu'elle a découvert une filière de contrebande dont le chef est probablement Tockley Parry. Il n'était pas difficile de conclure que Tockley Parry était la source probable des papyrus. Brigadier Richard Ellis. L'inspecteur Toms assiste la police londonienne dans ses perquisitions. L'équipe se procure des mandats. Le brigadier Ellis invite l'égyptologue Jeffrey Spencer à se joindre à eux. Nous ne sommes pas experts en la matière. Nous serions incapables de distinguer une copie d'un original. Mais Jeffrey le peut. Les policiers ne trouvent aucune pièce à conviction chez May ou Perry. Ils fouillent le bureau de Jonathan Tockley Parry. J'ai trouvé dans un classeur tout un tas de récépissés de voyages en Égypte. Il y avait aussi des documents relatifs à des transactions commerciales concernant la vente de pièces égyptiennes aux États-Unis. Il a été décidé de saisir tout le contenu du classeur et d'étudier chaque document. Pour l'instant, aucune antiquité. Ils décident ensuite de fouiller l'atelier du restaurateur. Mon regard a tout de suite été attiré par plusieurs boîtes en plastique emplies de photographies. On y voyait un homme qui a été identifié plus tard comme Tockley Parry et d'autres individus en Égypte, devant et à l'intérieur des tombes, tronçonneuses à la main, profanant des tombes. Mes photos n'avaient rien de compromettant. Elles montraient simplement que j'achetais des pièces en Égypte et que je les camouflais pour les faire passer en fraude. Mais les enquêteurs voient les choses d'un autre œil. C'était la preuve de ces transactions. J'ai souvent comparé ça à la découverte de braqueurs de banque qui se prennent en photo quand ils traversent la rue pour aller attaquer une banque et quand ils en ressortent avec leur butin. C'est n'importe quoi. J'étais un amateur qui se livrait à une activité traditionnelle, qui faisait ce que mes ancêtres ont toujours fait. Je travaillais à l'ancienne. J'étais le dernier de mon espèce. Les photos ne sont qu'un début. Les enquêteurs finissent par mettre dans le mille et appellent Jeffrey Spencer à la rescousse. J'ai cru que ses yeux allaient lui sortir de la tête. Il y avait des pièces d'antiquité qui ne nous disaient absolument rien, mais qui étaient très significatives pour Jeffrey. Il y avait la tête d'une reine sculptée dans du grès, assez grande. Il y avait plusieurs objets plus petits. Nous avons trouvé dans son atelier des moules qu'il avait dû fabriquer à partir d'originaux pour en faire des copies. L'équipe confisque tout ce qu'elle trouve comme pièces à conviction potentielle. Les policiers se rendent ensuite au domicile de Tockley Parry, situé à Islay, à 30 km de là. Ils trouvent la maison vide. Mais ils ne tardent pas à découvrir d'autres antiquités. Elles semblent authentiques et illicites. Nous avons trouvé d'autres preuves irréfutables. Jeffrey Spencer, égyptologue. 2 grands fragments d'un bas-relief en pierre provenant d'une tombe égyptienne de l'Ancien Royaume. Ils étaient conservés dans des caisses en bois. Les bas-reliefs sont typiques de ceux qu'on trouve sur les fausses portes des tombes. Au moment précis où les enquêteurs effectuent la perquisition au domicile de Tockley Parry, le suspect est sur le trajet de retour de l'aéroport. Il vient juste de rentrer d'Égypte. Il n'aurait pas pu choisir pire moment. Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.
Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par David O'Donnell. Il a été réalisé par Bertrand Morin. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.